Est-ce que vous avez des questions sur le cours d'hier? Non? Vous êtes des pros de la physique des magmas maintenant? Regardez quand même pendant les vacances, hein. Rétrécissement? Ah, c'est dans l'autre sens, c'est que si tu prends dans le sens chronologique, tu veux dire un épaississement de plaque au fur et à mesure du temps. Ça, c'est juste le refroidissement, puisque c'est que le manteau lithosphérique qui épaissit, un tout petit peu la croûte par les sédiments, mais l'épaississement de la plaque, c'est avant tout le fait que par refroidissement, tu convertis de la sténosphère en lithosphère. C'est ça qui fait l'épaississement de la plaque, hein. Et c'est ça qui fait que la subsidence du plancher océanique. C'est juste du refroidissement, c'est tout. Un épaississement au fur et à mesure du temps. Ah, ce sera un peu mieux avec l'image, j'imagine. Donc, ce qu'on avait établi grâce à la géophysique, c'était que une péridotite, hein, que vous faites fondre, quelle que soit la composition initiale de la péridotite, le magma aura la même composition puisque il est formé au point eutectique. Donc, si on reste seulement là-dessus, on va se dire, bah, il est strictement impossible de déterminer l'origine des magmas puisque, bah, justement, ils vont pas différer dans leur composition. Ils auront toujours à peu près les mêmes proportions des minéraux caractéristiques. Donc, ça veut dire qu'on va pas pouvoir utiliser ça. On va pas pouvoir utiliser la proportion de pyroxène, de grenat et d'olivine pour déterminer l'origine d'un magma mantélique. Mais ça ne veut pas dire que c'est inaccessible. On va aller chercher autre chose. On va pas aller regarder la proportion des 3 minéraux clés. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller regarder d'autres éléments de la composition chimique qui, justement, n'ont pas un comportement qui est déterminé par cette eutectique. Donc, pour ça, on va encore une fois aller utiliser des isotopes. Et encore une fois, on va aller prendre pas n'importe lesquels, seulement ceux qui ont un comportement différent entre le solide et le liquide, donc ceux qui ont un coefficient de partage. Et donc, bien sûr, il y aura des incompatibles qui ont tendance à rester dans la phase, sont incompatibles avec la phase solide, donc ils ont tendance à quitter très rapidement les minéraux et à passer dans le magma. Et puis, au contraire, on aura des compatibles avec la phase solide qui ont tendance à y rester. Donc, on va pouvoir, à l'aide des isotopes, on va pouvoir essayer de suivre justement, une fois de plus, le processus de fusion. Donc, pour arriver à trouver d'où viennent les magmas, des isotopes qu'on utilise beaucoup, c'est le néodyme et le strontium. Donc le strontium, vous le connaissez déjà, il est aussi utilisé en datation. Mais là, euh, on va regarder les rapports isotopiques, non pas pour dater, mais pour essayer de trouver l'origine des différents magmas. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise ceux-là et pas les autres? Donc déjà, il faut qu'il y en ait suffisamment dans un certain nombre de roches. Donc euh, au démarrage, les roches magmatiques ont souvent du rubidium et du samarium. C'est pas si rare que ça. La petite difficulté, c'est que ces atomes sont des atomes radioactifs, donc ils vont se désintégrer en strontium et néodyme. Donc, on va utiliser ces isotopes, hein, qui sont produits par radioactivité. Mais nous, ces isotopes-là, ils sont pas pratiques, le 87 et le 143. Le problème, c'est qu'ils sont eux-mêmes radioactifs. Donc, c'est cela que vous allez utiliser pour dater. Pour dater, c'est très intéressant d'avoir des isotopes qui soient radioactifs et qui vont permettre de dater. On a aussi des isotopes qui ne sont pas radioactifs. On a le 86 et le 140. Et que vous savez qu'un spectromètre de masse ne peut pas mesurer la quantité absolue d'un isotope parce que les isotopes qu'on utilise sont en quantité infime. Donc en quantité absolue, la marge d'erreur est trop forte. Par contre, ce qu'un spectromètre de masse sait très bien faire, comme il accélère les, les, les atomes sous forme ionisée, il les accélère dans un rayon de courbure et la masse va dépendre justement du virage, si on peut dire, que vont prendre ces isotopes. Il sait très bien faire un comptage relatif entre deux isotopes. Donc,
dès que vous avez un isotope, vous allez jamais mesurer la quantité absolue, vous allez toujours mesurer un rapport, parce qu'un spectromètre de masse mesure très bien les rapports, il mesure très mal les quantités absolues. Donc une fois de plus, on va faire des rapports. Pour pas être embêté, il faut faire le rapport avec quelque chose qui lui-même n'est pas radioactif, parce que sinon ça va commencer à nous faire beaucoup d'inconnus, ça va être compliqué. Donc on prend les isotopes stables. Donc ça aussi, vous le verrez presque toujours, quand vous avez un isotope qui est radioactif, on divise toujours par le même atome, mais un isotope stable. Donc ça, c'est pour des raisons techniques en fait, hein. Et donc, on va essayer de pouvoir suivre ces rapports. Pourquoi? Parce qu'on va profiter du rubidium, donc le rubidium qui donne le strontium. Le rubidium, il est très incompatible. Donc, dès qu'on a un atome qui est soit très compatible, soit très incompatible, comme il a un comportement différentiel lors du processus de fusion, eh bien, il nous permet de suivre les phénomènes de fusion. Donc, lui, comme il est très incompatible avec la phase solide, dès qu'il y a un tout petit peu de fusion, il a tendance à aller passer dans le magma. Donc, il va nous permettre de suivre les phénomènes de fusion parce que, il va aller, dans le magma et qu'il va s'en aller. Et puis ensuite, une fois qu'il est réparti dans le magma et dans la roche résiduelle où il y en a moins, il se désintègre en strontium. Donc faites attention que là, il y a une petite étape de désintégration radioactive. Il ne faut pas regarder le comportement du strontium, mais bien du rubidium qui lui a donné naissance avant. Et donc, la quantité de strontium 87 que l'on va voir dans ces roches va dépendre de la quantité de rubidium 87 qu'elles contenaient, et c'est ça qui va nous permettre de retracer le phénomène de fusion. Hein, donc c'est pour ça que on, on va travailler sur le 87 puisqu'il provient du rubidium. Donc si on essaie de se le représenter sous forme de schéma, on prend une péridotite qui n'a presque pas subi de phénomène de fusion. Donc elle est très riche en rubidium 87. Quand il y a une fusion partielle, comme le rubidium est très incompatible avec la phase solide, il va partir majoritairement dans les liquides et on va en retrouver beaucoup dans le basalte, ce qui fait qu'à la fin, par désintégration radioactive du rubidium, le basalte il sera très riche en strontium. Et la péridotite résiduelle, elle est évidemment appauvrie en rubidium. Donc si ce processus se répète plusieurs fois, forcément la péridotite que vous allez récupérer, en fait c'est la péridotite résiduelle ici, quand on démarre, elle est déjà appauvrie en rubidium puisqu'elle a déjà subi de nombreux phénomènes de fusion. Et donc ça va être une signature. Est-ce qu'on est dans une péridotite qui a subi peu de phénomènes de fusion ou est-ce que au démarrage, on a une péridotite qui a déjà subi beaucoup de phénomènes de fusion? Et ça, c'est notamment le cas du manteau supérieur. Le manteau supérieur, au cours de l'histoire de la Terre, il a donné la croûte. Il a donné la croûte justement par magmatisme. Donc le manteau supérieur est un manteau qui est appauvri en rubidium parce que c'est les phénomènes de magmatisme à partir du manteau supérieur qui ont donné la croûte. Par contre, le manteau inférieur, il n'a pas contribué à la formation de la croûte. Donc lui, au contraire, il va être beaucoup plus riche en rubidium, puisqu'on n'a pas tout ce rubidium qui est parti pour former la croûte. Donc la quantité de rubidium va être une signature manteau supérieur, manteau inférieur. Le manteau inférieur, il est intact, disons. Le manteau supérieur, il est appauvri en rubidium qui est parti dans la croûte. Donc ça va être, quelque chose qui est important. On pourrait dire que, juste avec du rubidium, on va s'en sortir. Alors c'est pas si facile, juste avec du rubidium, les résultats sont pas très clairs. Donc en fait, on refait la même chose avec un autre isotope qui a le comportement inverse pour pouvoir mieux séparer les phénomènes. Donc on a choisi le samarium qui lui, au contraire, est très compatible avec la phase solide, donc il va rester dans le solide. Les 2 sont censés nous donner le même type d'information, mais ça va nous permettre de vraiment séparer, les péridotites en fonction du nombre de phénomènes de fusion qu'elles ont subis. Et donc c'est le même souci, c'est le samarium qui est très compatible, mais le samarium se désintègre en néodyme et donc à la fin, nous, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est le néodyme. Et donc avec un très compatible et un très incompatible, ce qu'on espère séparer, c'est les péridotites qui n'ont presque pas ou pas du tout subi de phénomènes de fusion, et au contraire celles qui ont subi de nombreux phénomènes de fusion, donc en fait qui sont probablement du manteau supérieur et pour lequel on va pouvoir vraiment les caractériser par leur rapport de strontium, mais aussi par leur rapport de néodyme. Donc concrètement, ça fait le schéma opposé, hein.
puisque cette fois-ci, vous avez pris des samariums qui sont compatibles avec la phase solide, donc ils ont tendance à rester dans le solide résiduel. Et puis plus vous fondez, plus vous allez proportionnellement enrichir en samarium, puisque les compatibles sont partis. Puisqu'il y a une perte de masse, proportionnellement, on a l'impression que les compatibles sont en plus grande concentration. Donc pour arriver à séparer ces péridotites, on va prendre un graphe où d'un côté, on met les néodymes, donc les rapports entre le néodyme 143 et le stable 144, donc ce qui dérive du samarium qui était compatible avec la phase solide. De l'autre côté, on va mettre les strontiums qui dérivent du rubidium, incompatible avec la phase solide, et on va essayer de séparer comme ça les roches en fonction, enfin les péridotites surtout, en fonction du nombre d'épisodes de fusion qu'elles ont subis. Donc le manteau le plus appauvri, c'est celui qu'on va trouver à l'axe des dorsales, c'est celui qui donne naissance au basalte. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment sur le manteau supérieur dans sa partie la plus superficielle. Hein, les dorsales, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement superficiel. Donc la partie supérieure du manteau supérieur, c'est justement celle qui a donné la croûte. Donc elle va présenter les phénomènes de concentration les plus marqués en ce qui concerne le samarium, qui devient ensuite le néodyme, et elle va présenter l'appauvrissement le plus important en rubidium, qui devient ensuite le strontium. Donc là, on a vraiment le pôle extrême des basaltes de dorsale. Donc l'époque de formation de la croûte, c'est noté ici à l'Archéen, hein, ça commence à moins 4 milliards d'années. Avant, de toute façon, tout est fondu, hein, donc rien ne se solidifie, il n'y a rien. Donc on a la formation progressive de la Terre telle qu'on la connaît entre moins 4 et moins, voilà, ils ont mis 2,5, 2,5, moins 3 milliards d'années. On commence à avoir la structure de la Terre telle que vous la connaissez, mais une anomalie thermique encore très élevée. Donc à G2E, ils aiment bien l'archéen. Aux ENS, ils aiment bien l'archéen parce que justement, on a des anomalies thermiques et on voit si le candidat a vraiment tout compris ou pas, parce qu'on n'est pas dans la situation habituelle. Donc, s'il a tout appris par cœur, ça marche pas. Mais G2E, je les ai pas vus, et alors l'agro, encore moins. Donc, à un pôle, on a les dorsales. À l'autre pôle, on va avoir la croûte continentale. Donc la croûte continentale, c'est celle qui s'est formée à partir de la fusion du manteau supérieur. Donc forcément, elle présente exactement la signature isotopique contraire, puisque elle, c'est justement le magma qui s'est formé et ensuite qui s'est différencié. Donc on retrouve exactement la signature isotopique opposée. Donc ça va être vos deux points de repère, le manteau supérieur appauvri et puis finalement la croûte continentale qui en est issue. Mais c'est généralement pas là pour cela qu'on fait le graphe, puisque pour cela, bon, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté, mais c'est les îles océaniques. On va vous proposer des basaltes d'îles océaniques, et toute la question est, puisque souvent ces îles océaniques sont des points chauds, est-ce que c'est un point chaud qui est ancré sur la limite manteau supérieur, manteau inférieur, donc en fait, qui est caractéristique plutôt du manteau supérieur? Ou est-ce que c'est un point chaud très profond qui démarre à la limite noyau-manteau et qui donc va échantillonner de la péridotite du manteau inférieur? Donc pour trancher entre les deux types de point chaud profond ou point chaud qui est la limite manteau supérieur, manteau inférieur, on va faire ce diagramme. Et donc, en gros, il faut les couper en deux. Il y a ceux où la signature est une signature qui ressemble à celle des dorsales. Donc là, on est sur du manteau supérieur. Donc tout cela, ils ont leur ancrage à la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur, maximum. Et puis de l'autre côté, on va au contraire avoir ceux qui proviennent d'un manteau beaucoup plus profond, puisque ils n'ont pas cette signature caractéristique d'un manteau supérieur appauvri. Eux, ils ont un manteau profond, intact, on va dire, et qui se rapproche de ce qu'on appelle la terre moyenne, telle qu'elle serait s'il n'y avait pas de différenciation entre ce manteau supérieur et ce manteau inférieur. Donc à vous de voir où est l'échantillon qu'on vous propose. Donc plus il est du côté de la dorsale, plus c'est un manteau supérieur, plus il est de l'autre côté, plus vous êtes sûr que c'est du manteau inférieur. Mais il y a une petite complication. C'est que dans ce coin-là, il n'y a pas que la péridotite. Dans ce coin-là, il y a une signature aussi de la croûte continentale. Donc par ici, ça va être compliqué.
Quand on a une signature qui est compatible avec la croûte continentale et avec un manteau profond, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est sûr que c'est un manteau profond? Parfois, c'est un manteau profond, mais contaminé au moment où il traverse la croûte continentale. Il peut avoir une signature isotopique de croûte continentale, parce qu'on a vu qu'il y a des fragments de roches continentales qu'on appelait des enclaves, qui peuvent rentrer dans le magma, qui peuvent fondre, et donc évidemment, qui peuvent apporter leurs isotopes. Et elles peuvent en particulier apporter du strontium ou même du rubidium. Et donc ça va contaminer. Donc quand on est ici, c'est très ambigu. Est-ce qu'on a la signature du manteau? Est-ce qu'on a la signature de la contamination? Et souvent, quand on est par ici, ben, en fait, on a les 2. C'est du manteau profond contaminé par des sédiments, très souvent, c'est des sédiments de la croûte continentale. Donc là, il faudra utiliser l'ensemble des documents pour savoir, si vous pouvez déterminer l'origine du manteau ou pas. Donc ça, c'est une première donnée. Avec les isotopes, on essaye de trouver généralement l'origine du manteau. Et ça nous a amené à changer le modèle de manteau tel que vous l'avez vu en première année. Vous n'étiez pas sur un modèle PREM, mais presque. En gros, vous étiez sur un modèle PREM. C'est juste que de temps en temps, vous faisiez une zone de subduction, un point chaud, et puis ça s'arrêtait là. On va devoir nuancer quand même ça. Justement, grâce à la géochimie des laves, on s'est rendu compte que le modèle, il n'est pas si homogène que on vous l'a présenté en première année. Donc déjà, en termes de composition, vous aviez pas fait de différence entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Et là, on vient de voir par le rubidium et par le strontium et le néodyme que c'est pas la même chose, hein, que globalement, on a un manteau supérieur qui va forcément être appauvri en, en certains atomes, tous ceux qui sont passés pour former la croûte. Donc, tous les éléments incompatibles avec la phase solide ont tendance à s'en aller, mais c'est même pas si simple. On peut pas faire juste un manteau supérieur qui a une signature isotopique et un manteau profond qui a une autre signature isotopique. Pourquoi est-ce qu'on sait ça? C'est parce que quand on travaille justement sur ces points chauds qui ne sont pas très profonds, donc qui démarrent à 670 km de profondeur, on a globalement une signature qui nous permet de savoir que justement, ils démarrent à 670 km de profondeur, mais ils n'ont pas tous la même signature isotopique. Ce qui fait qu'on a été obligé d'imaginer que dans ce manteau supérieur, eh bien, il y a des secteurs dans lesquels il y a plus d'incompatibles et des secteurs dans lesquels il y a moins d'incompatibles, parce qu'on a une hétérogénéité des signatures des points chauds en fonction du secteur qu'ils traversent. Donc, ce manteau supérieur est beaucoup plus hétérogène qu'on ne l'avait imaginé avant de commencer à faire de la géochimie. Donc, c'est pour ça qu'il a été représenté ici, hein, sous forme beaucoup plus hétérogène. En fait, on aurait pu s'y attendre parce que les subductions qu'on voit aujourd'hui, ben, elles ont forcément eu lieu. Il y a eu aussi des subductions dans le passé. Et forcément, si vous faites une subduction, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous allez amener des éléments, notamment des éléments de la croûte océanique ou de la croûte continentale. Elles sont amenées dans ce manteau supérieur. Et elles sont amenées en profondeur. Ça, vous l'avez vu quand vous avez fait des exercices avec les tomographies sismiques. La plupart du temps, on voit les plaques qui descendent jusqu'à la limite de 670 et puis qui ensuite s'horizontalisent sur cette limite de 670. Donc ça veut dire qu'il y a du matériau qui arrive jusque-là et qui donc va apporter ses atomes et va changer la composition du manteau à cet endroit-là. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des secteurs dans ce manteau supérieur qui ait une signature qui se rapproche un peu de la croûte, parce qu'on a de la croûte qui a été apportée par subduction à cet endroit-là. Et finalement, l'aspect du manteau actuel, c'est le résultat de toutes les subductions qui ont eu lieu au cours du temps et qui vont forcément changer sa composition. Donc aujourd'hui, on l'imagine plutôt comme une mosaïque avec des secteurs plus ou moins riches en incompatibles dus aux subductions passées. Et donc, c'est un modèle beaucoup plus complexe que ce qu'on a imaginé précédemment. Ici, ils ont été simples. Ils ont dit, oh, bah, le manteau profond, lui, par contre, totalement préservé, intact. Bah, ça marche pas, hein. Vous avez vu aussi en tomographie sismique que de temps en temps,
Beaucoup plus rarement, c'est l'exception, il y a des subductions qui traversent cette limite de 670. C'est rare, mais il y en a. Mais il y en a. Et qui vont, alors on les perd à un moment dans le manteau profond, mais qui vont aussi dans le manteau profond. Donc même le manteau profond, il ne doit pas être si homogène que ça, puisque de temps en temps, pour des raisons qu'on a encore du mal à comprendre, il y a des plaques qui traversent cette limite de 670. Donc, ben, quand on essaye de faire aussi des modèles hétérogènes de ce manteau profond, mais là, il faut, pour pouvoir les valider, il faut échantillonner à partir de points chauds qui partent du noyau et qui vont traverser l'endroit où on a cette signature de plaque. Le problème, c'est qu'ils vont aussi traverser le manteau supérieur et selon l'endroit où ils traversent, ils vont aussi avoir une signature qui va dépendre aussi du manteau supérieur qu'ils ont traversé et des contaminations de la croûte. Donc c'est pas si simple. Plus vous allez en profondeur, plus vous avez de risques de contamination et vous allez perdre la signature caractéristique de ce manteau profond. Donc il y a des modèles, à partir de ça, de cette hétérogénéité de composition, de cette hétérogénéité de température. Notamment à Ulm, ils ont fait des très beaux modèles d'hétérogénéité thermique, montrant comment c'est ça qui va créer finalement au-dessus la tectonique des plaques, qui fait que les plaques se séparent, se réassemblent, etc. Ce sont toutes ces hétérogénéités de composition et de température qui sont à l'origine de la tectonique des plaques. Donc, il faut savoir que vous avez un modèle simpliste, hein, et que c'est beaucoup plus hétérogène que ça. Donc, on va utiliser cette signature isotopique, strontium-néodyme, pour savoir si la péridotite qui a fondu était du manteau supérieur ou du manteau inférieur. Seulement, même s'il y a une signature manteau supérieur, manteau inférieur, nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir le contexte géodynamique. Mais le problème de notre contexte géodynamique, c'est que justement, on est sur le point eutectique, donc les petites variations de la péridotite initiale en termes de minéraux, elle a disparu. Les taux de fusion, bah, on reste quand même entre 1 et 20 on reste vraiment dans des secteurs limités. Donc comment est-ce qu'on va faire pour arriver à retrouver le contexte géodynamique alors que les magmas initiaux sont pas identiques, mais sont extrêmement proches? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur les séries parce que les séries, à la longue, elles se distinguent bien les unes des autres. Donc ça, on l'avait fait en TP, hein, placer toutes les roches d'une même époque, d'un même lieu et de composition à peu près similaires. On les avait classées de la plus basique à la plus acide. Donc à partir des minéraux pour les roches plutoniques, à partir de la teinte générale pour les roches volcaniques, parce que la teinte générale est due à la teneur en ferromagnésien. Plus vous avez de ferromagnésien dans une roche volcanique, plus elle est foncée. Moins vous en avez, plus vous avez de silicate blanc et donc plus elle va être claire. Et donc on les avait classés, si ce n'est que donc on avait les catégories classiques, basalte, trachyte, puis on avait vu sur la carte qu'il y avait des roches intermédiaires, pas si faciles à classer, et qu'on avait mis sous les noms de trachyte, basalte, trachyte andésite, donc qui étaient un peu sur les frontières. On avait montré en TP comment, à l'aide de photos, on pouvait faire de la chronologie relative, hein, que Bowen avait fait de la chronologie relative pour montrer dans quel ordre cristallisent les minéraux. Donc l'ordre de cristallisation des minéraux, vous devez les connaître parce que c'est vraiment très 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 utile, puisque l'ordre de cristallisation des minéraux, ça va être aussi l'ordre d'altération des minéraux. Plus les minéraux sont riches en silice et plus ils résistent à l'altération. Donc l'ordre de cristallisation, c'est l'ordre d'altération et c'est vraiment très très pratique. Donc quand on prend une péridotite, qu'on la fait fondre et qu'on laisse refroidir, ce qu'on va observer d'abord, c'est toujours la cristallisation des minéraux ferromagnésiens. Ce sont ceux qui sont stables à haute température. Donc le, le système est entièrement fondu aux alentours de 1200 degrés. On laisse refroidir et ce qu'on voit apparaître d'abord dans le magma, c'est des olivines et des pyroxènes. Il va falloir attendre
beaucoup plus tard pour avoir des mécas noirs. Donc au démarrage, c'est juste olivine, pyroxène. Les plagioclases toujours. Les plagioclases, on a vu, c'est une série continue. On va simplement aller du pôle calcique, quand c'est basique, jusqu'au pôle sodique, quand c'est acide. Donc au démarrage, olivine, pyroxène, plagioclase. Puis après, on va vers des minéraux un petit peu plus acides. Donc les micas noirs, c'est des ferromagnésiens, mais ils sont un petit peu plus acides. Et puis on va aller vers des minéraux silicatés beaucoup plus acides. Donc les plagioclases vont devenir de plus en plus sodiques. Et puis à la fin, quand on aura quasiment plus que du sodium, on aura de l'orthose. On aura des plages de classe sodique et on aura de l'orthose qui prend le potassium. Donc, repérez que ça, c'est ce qu'on va appeler les alcalins, sodium dans le pôle sodique des plagioclases et potassium dans l'orthose. Et puis la silice résiduelle, elle forme du quartz. Et donc c'est pour ça qu'en regardant juste les minéraux en TP, on pouvait dire, bah, cette roche, elle est pauvre en silice, elle est basique, ou elle est plus riche en silice, parce que on connaît en fait la série euh, on connaît la série de Bowen et on sait qu'on va des minéraux les plus pauvres en silice vers les minéraux les plus riches en silice. Donc, ce qu'on avait représenté comme ça, la série continue des plagioclases, hein, c'est pour ça que quand on avait travaillé en géophysique, on avait finalement la même chose que quand vous travaillez, vous, sur un mélange liquide-vapeur ou glace-eau, hein, puisqu'on est sur quelque chose de parfaitement continu, les plagioclases, ça fonctionne de la même manière. C'est juste qu'on a un pôle calcique du côté basique, un pôle sodique du côté acide. Donc un seul minéral qui change juste de composition au fur et à mesure que le magma s'acidifie. Et par contre, de l'autre côté, une série discontinue avec des minéraux différents à chaque fois. Les plus basiques, olivine, pyroxène, donc c'est ce qu'on va retrouver dans la péridotite, qu'on appelle même ultra basique. Ensuite, dans les basaltes, des pyroxènes, dans les gabbros plutôt, des pyroxènes et puis des plagioclases calciques. Il peut y avoir parfois un petit peu d'olivine dedans, mais il peut y avoir aussi un petit peu d'amphibole hein, dans ce groupe. Ensuite, des amphiboles, hydratés ou non, ça il faudra que vous alliez regarder dans la formule chimique, toujours des plagioclases qui sont systématiquement présents. Et puis après, on a tous les minéraux acides qui sont présents. Donc repérez que la muscovite aussi est un minéral acide. On avait dit, on avait cité après fusion de la croûte continentale les leucogranites. Pourquoi est-ce que ces granites sont blancs? Parce que vous voyez que tous les minéraux ici, à part la biotite, sont blancs, hein, quand on est vraiment sur ce pôle acide. Et on avait dit que très souvent, ces leucogranites sont aussi appelés granites à demi-K, parce que très souvent, ils peuvent faire de la muscovite, qui est vraiment un des minéraux les plus acides. Donc ça, c'est à connaître, hein, donc l'ordre de cristallisation des minéraux. Comment est-ce que vous nommez les roches magmatiques plutoniques et comment vous nommez leur équivalent en volcanique. Et donc une fois qu'on a fait toute cette série, ben, faut la faire parler parce que faire une série en soi, c'est pas tellement intéressant. On va essayer de faire parler, de faire dire quelque chose à cette série de roches. Donc pour arriver à faire parler, vous avez plusieurs représentations possibles. Celle qui est de loin la plus fréquente, c'est celle qu'on appelle le diagramme total alcalin silice. Le nom est un peu barbare, mais ça indique clairement ce qui est en ordonnée et ce qui est en abscisse. En ordonnée, le total des alcalins et en abscisse, la silice. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir les alcalins et la silice? Parce que ce sont les atomes qui sont des atomes compatibles, donc qui ont tendance à rester dans le solide, qui ont heu, la même réaction. Et donc, dans une série magmatique, on avait dit que dans une série magmatique, ce qu'on constatait, c'est que par la datation, plus les roches sont récentes et plus elles sont acides, donc par la teneur en silice.
Pourquoi? Parce que la silice est compatible avec la phase solide, donc heu, il a tendance à rester et à ne pas partir dans le liquide. Mais les alcalins font la même chose. Donc on peut dire que c'est redondant, mais vous allez voir que ça va nous permettre de séparer les différentes séries. Donc on a vraiment besoin des 2. Donc dans ce diagramme, vous aurez toujours les séries qui vont faire des sortes de diagonales, puisque forcément, quand on s'enrichit en silice, on s'enrichit aussi en alcalin, puisqu'ils fonctionnent exactement de la même manière. Donc le point de départ est toujours un basalte, hein, ça c'est le point eutectique, c'est obligé. Et puis ensuite, on va vers des roches de plus en plus acides. Donc quel va être le nom de ces roches? Bah, ça va dépendre un peu de la série. Donc nous, ce qu'on avait vu dans le Massif central, on avait des basaltes, des andésites, des trachytes et des rhyolites. On allait vraiment jusqu'au bout de la série. Donc une autre façon de faire, plutôt que ce diagramme alcalin-silice, ce serait le diagramme de classification, le diagramme de Schrakensen, de classification des roches magmatiques. Donc c'est pas du tout le même système. Vous avez tous les minéraux blancs qui sont aux 3 pôles, les feldspaths alcalins, donc avec l'albite, donc le pôle sodique et le pôle potassique, les plagioclases, le quartz. Et donc ici, la différenciation va toujours partir du pôle le plus basique, donc du pôle ici des plagioclases, vers les plus alcalins, puisque on s'enrichit en alcalin au fur et à mesure du temps, mais ça va monter aussi vers le pôle quartz. Donc là aussi, ce sera toujours en diagonale. Vous allez lire la différenciation progressive, et donc c'est pour ça qu'on voit qu'on passe par plusieurs cases, et donc on va changer le nom des roches au fur et à mesure. Et donc l'intérêt de ces 2 diagrammes, c'est que toutes les séries font pas exactement le même chemin, soit dans le diagramme alcalin-silice, soit dans le diagramme de classification des roches. Et donc toutes les flèches qui sont représentées ici, c'est les différentes séries possibles. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes noms pour chacune des séries. Mais bien sûr, on vous demande pas de retenir le nom, des roches associées à chaque série, mais on va devoir mémoriser par où passe chaque série et surtout ce que veut dire chaque série. Une autre possibilité de diagramme un petit peu moins fréquente, c'est un autre diagramme où on va mettre les ferromagnésiens, puisqu'on sait que ça, c'est les minéraux basiques, et de l'autre côté, les alcalins, puisque ça, on sait que justement, c'est le pôle acide. Et donc là, sans surprise, on va partir du pôle ferromagnésien et on va aller vers le pôle alcalin. Et dans ce diagramme aussi, une fois de plus, les différentes séries ne vont pas prendre exactement le même chemin. Donc vous avez 3 façons différentes de pouvoir identifier la série. Soit le diagramme total alcalin silice, de très loin le document le plus populaire, soit le diagramme de classification des roches, soit, mais c'est plutôt G2E, ce diagramme ferromagnésien et alcalin. Alors dans un sujet G2E, ce sera juste donné comme ça. Vous avez juste le nom des roches et c'est tout. À vous de savoir quelle série est laquelle. À l'agro, ils nomment les différentes séries. Donc à partir du nom des séries, vous n'avez plus qu'à identifier le contexte géodynamique. Donc essayons d'expliquer pourquoi on a systématiquement au fur et à mesure du temps cette évolution du pôle basique vers le pôle acide. Donc le premier mécanisme que vous pouvez proposer, pensez-y toujours en premier parce que c'est vraiment le plus simple et le plus courant, c'est la cristallisation fractionnée. Donc on avait déjà fait le schéma en TP. hein, pour que- Donc la cristallisation fractionnée va produire une différenciation, c'est-à-dire aller du pôle basique vers le pôle acide au fur et à mesure du temps. Mais pour que votre schéma soit correct, pour qu'il y ait cristallisation fractionnée, il ne faut pas qu'il y ait du magma qui revienne. Parce que sinon, vous allez revenir bah, forcément à la composition de l'eutectique, vous allez revenir au basalte. Donc la condition pour qu'il y ait cristallisation fractionnée, c'est qu'il faut que la chambre basaltique, la chambre magmatique auquel vous vous intéressiez ne soit plus alimentée. Donc à vous aussi de proposer une raison
pour laquelle cette chambre magmatique n'est plus alimentée. Donc dans le cas de la chaîne des puits, hein, on a vu que le magmatisme était lié à la formation des Alpes, donc le fait qu'il n'y ait plus d'alimentation est dû au fait, bah, que la cause tectonique, s'est arrêtée, donc forcément le magmatisme s'arrête aussi. Donc là, on a un modèle très, très simple. Sur l'île de la Réunion, on va voir que c'est encore plus simple le modèle. Bah, on a une plaque qui se déplace, donc qui se déplace par rapport au point chaud. Et quand le volcan était initialement à l'aplomb du point chaud, il fonctionne. Puis ensuite, ça se décale. Bah, si vous n'avez pas de faille pour réalimenter le volcan qui s'est décalé, bah, forcément, il est plus alimenté. Et ça va faire un nouveau volcan. Donc, à vous de proposer par rapport au document une raison pour laquelle la chambre magmatique pourrait ne plus être alimentée. Mais c'est vraiment important que sur votre schéma, hein, vous insistiez bien sur la disparition de cette alimentation. Ensuite, faites pas tout cristalliser en une fois, sinon évidemment ça ne marchera pas. Donc il faut que vous fassiez une cristallisation fractionnée, c'est-à-dire progressive au fur et à mesure du temps. Les premiers minéraux qui vont se former, c'est le principe de la série de Bowen. Ce seront des ferromagnésiens, donc le fer et le magnésium quittent le liquide et vont se retrouver dans les cristaux. Il y a des mouvements convectifs, hein, comme pour la dorsale, à l'intérieur de la chambre magmatique. Et généralement, ces cristaux vont se retrouver sur la paroi de la chambre et donner une première roche plutonique. Et puis, s'il y a une éruption, donner la roche volcanique correspondante. Et ainsi de suite au fur et à mesure du temps. Si ce n'est qu'au fur et à mesure du temps, bah, ce sont des minéraux de plus en plus acides qui vont se former au fur et à mesure que ce magma refroidit et que bah, le fer et le magnésium est parti. Pourquoi est-ce que ça va donner un déplacement dans le diagramme silice-alcalin? C'est que la silice et les alcalins se comportent comme des éléments qui sont incompatibles avec la phase solide. Donc, ils vont rester dans le magma. Comme ils restent dans le magma, lors de la formation de l'olivine et du pyroxène, mais que tous les atomes de l'olivine et du pyroxène sont partis, forcément, ça donne un enrichissement relatif dans le magma en silice et en alcalin. Et puis ça va continuer quand ce sont les amphiboles et les pyroxènes. Toujours pareil, il y a très peu de silice, très peu d'alcalins qui vont rentrer dans la formation de l'amphibole et des pyroxènes, donc on en a encore plus à l'intérieur du magma. Et ainsi de suite, ce qui fait que progressivement, le magma, il est de plus en plus riche en silice, en sodium et en potassium, parce que ce sont des atomes que l'on retrouve très peu dans ces minéraux basiques et qui vont finalement rentrer dans la composition de ces minéraux-là, qui sont, sans surprise, des minéraux à la fois siliceux et alcalins. Et donc, c'est ça qu'on va suivre au fur et à mesure du temps. Mais ce n'est pas exactement la même trajectoire pour tous les magmas. Globalement, oui, ils vont aller d'un pôle basique à un pôle sodique, mais pas exactement de la même manière. Et c'est ça qui va nous permettre de séparer les différentes séries. Donc, on avait modifié un petit peu ce schéma en TP. Euh, donc, ce qui est important, c'est que la chambre magmatique ici, elle soit pas alimentée, que vous fassiez bien cristalliser sur les côtés. Hein, c'est ça, c'est le moteur. Donc, une cristallisation en profondeur de minéraux très basiques, puis un peu moins basiques. Que vous fassiez des éruptions aussi. Attention à la crédibilité des coulées que vous mettez au-dessus. Donc si c'est du basalte, vous pouvez faire couler, il n'y a pas de souci. Si c'est de l'andésite, déjà, ça doit pas bien couler. Et la rhyolite, ça coule pas. Donc il faut vraiment passer sur quelque chose de beaucoup plus extrusif, hein, pour que ça fonctionne. Et donc dessinez bien la cristallisation en profondeur et l'absence d'alimentation, de réalimentation de la chambre. Parce que si la chambre est réalimentée, vous retournez en arrière. Alors, quand est-ce qu'on va avoir de la cristallisation fractionnée? Très, très souvent, quand on a une chambre magmatique dans la croûte continentale, c'est très fréquent d'avoir de la cristallisation fractionnée parce que, le magma a du mal à migrer. Donc, comme ce magma a du mal à migrer, il reste dans la croûte continentale et l'alimentation n'est pas si facile à l'intérieur de cette croûte continentale. Donc, on en aura assez souvent. Donc ça, c'est un des gros soucis dans les subductions océans sous continent. C'est qu'on a vu que le magma, il est formé vers -100 à -70 kilomètres. Ensuite, il remonte et il doit se frayer un chemin dans la croûte continentale.
Et donc, ben, selon les séries de failles, ils vont migrer en différents endroits, mais il peut très bien arriver que le magma change de direction parce qu'on a des fractures qui se sont créées, il change de direction, et on se retrouve avec une chambre magmatique qui n'est plus du tout alimentée. Et celle-là, elle va se différencier. Elle va devenir de plus en plus acide et elle va faire des volcans de plus en plus dangereux. Et donc, c'est pour ça qu'on suit les volcans d'éruption en éruption pour essayer de voir si, justement, on est sur une chambre magmatique réalimentée. Ça s'acidifie un peu, puis ça revient à basaltique. Pas de problème. Elle a été réalimentée. Mais si on voit elle est de plus en plus acide d'éruption en éruption, on va vraiment le surveiller parce que si on atteint le stade où ça va vers la formation de rhyolite, là, ça risque de faire des nuées ardentes. Donc, il faut surveiller volcan par volcan parce que la question, c'est est-ce que la chambre magmatique de ce volcan est réalimentée? Pas trop de risques, ou est-ce qu'elle cesse d'être alimentée? Et plus elle cesse d'être alimentée pendant un temps long, plus on va aller vers des roches acides et plus on va aller vers des risques d'explosion. Dans une croûte océanique, on va voir que ça peut se produire aussi, mais c'est un petit peu plus rare. Ah, c'est pas au même endroit. On va se faire un petit schéma. Donc on a un secteur, 30 kilomètres de croûte, on va faire quand même quelque chose d'un peu plus réaliste. Un altiplano. Hop. Donc quand on fait la plaque plongeante, on essaye d'être réaliste. La croûte, c'est pas grand-chose. Le manteau lithosphérique, c'est l'essentiel, puisque la croûte, elle va faire 8 kilomètres. Le manteau lithosphérique, eh ben lui, il en fait forcément une centaine, puisque toute la plaque fait une centaine, hein, donc on essaye de dessiner la croûte fine. Souvent, vous avez tendance à l'exagérer. Donc on a vu le principe, c'est une déshydratation qui produit de l'eau. Donc ici, on a de la péridotite. Et donc la fusion, elle a lieu ici. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On fait une ascension verticale sans problème. C'est pas du tout ça, hein. En fait, à l'intérieur de toutes les fractures qu'il existe dans cette croûte, le magma, donc qui vient se recollecter, toutes les gouttes qui fusionnent, ben, il va prendre le chemin de certaines failles ou d'autres, ce qui fait que les chambres magmatiques que l'on peut trouver, ben, parfois elles sont alimentées. Et puis imaginons que là, il y a une faille qui vient de se créer, ben, le magma, il va partir par là, et cette chambre-là, qui a été alimentée, ben, aujourd'hui, elle l'est plus. Alors que l'autre, elle est toujours alimentée en magma. Donc ça, c'est dû à la structure de la croûte. Il y a des chemins préférentiels, mais qui peuvent changer au cours du temps et qui font que le magma alimente un secteur ou pas. Et pareil ensuite pour les éruptions, hein, il y a un chemin qui doit se faire à travers cette croûte et qui va donner naissance à des volcans. Et donc ce volcan-là, a priori, il va faire découler. Alors peut-être pas de basalte, hein, parce que il est remonté à travers toute une croûte. Et donc, il a probablement été contaminé par la croûte continentale. Donc, il y a peu de chances qu'il soit encore totalement basique, parce qu'on a tout un tas d'enclaves de croûte continentale qui ont apporté de la silice, qui ont apporté des alcalins. Et donc, il va être déjà, dès la première coulée, il faut s'attendre à ce qu'il soit déjà un petit peu différencié, parce qu'on a une contamination lors de la remontée par la croûte continentale. Mais bon, imaginons que ce soit encore de l'andésite. Sans surprise, nous sommes dans les Andes. C'est comme pour ça que ça s'appelle comme ça.
Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas de basalte mais de l'andésite? Bah, parce que cette traversée à travers la croûte continentale contamine beaucoup. Surtout que si on dessine les Andes, il y a quelque chose d'un petit peu particulier dans les Andes, c'est qu'on a constaté qu'en fait la base des Andes était fondue. Donc quand vous avez des liquides, bien sûr, ça se mélange beaucoup. Donc la base de la croûte continentale et le magma viennent se mélanger, donc forcément là on a une contamination à ce moment-là extraordinaire entre les 2 et c'est ce qui explique pourquoi on n'a vraiment jamais de basalte dans les Andes. Donc petite particularité. Et donc ce qui va changer pour cette autre chambre magmatique, c'est que là il faut s'attendre à une différenciation et si on a une différenciation, on a beaucoup plus probablement un volcanisme beaucoup plus acide, beaucoup plus explosif, des cendres, peut-être des nuées ardentes et peut-être des explosions. Pourquoi? Beh, parce que ici on va avoir du volcanisme beaucoup plus acide. Donc au début quand, l'alimentation cesse, on a au début à peu près la même chose, juste des coulées andésitiques peut-être un petit peu plus acides que d'habitude, mais après on va aller progressivement vers, des volcans de type trachytique et donc là, a priori, des risques d'explosion, des risques de nuées ardentes et donc des risques beaucoup plus élevés et donc l'aléa, c'est ça qu'il faut surveiller. Y a-t-il différenciation, cristallisation fractionnée ou pas dans cette chambre magmatique? Première possibilité de changement de l'aléa. Mais parfois, l'aléa se fait juste par contamination. Si vous avez beaucoup de contamination, vous allez aussi avoir un volcanisme acide et de ce fait risqué. Et bien sûr, les 2 peuvent s'additionner. Vous pouvez avoir un magma contaminé qui arrive dans une chambre magmatique qui, pour une raison ou pour une autre, n'est plus alimentée et qui va faire une différenciation. Et là, on est vraiment sur le pôle le plus acide et donc forcément le plus risqué. Ouais, parce que c'est tout ce qui est dans la chambre magmatique qui va se vidanger. Oui, mais alors la question est, est-ce que ce sera vidangé sur un pôle encore moyennement basique, aléa restreint, ou est-ce que ça va vidanger au moment où ce sera rhyolitique et là, ça veut dire que tout explose. Mm. Oui, quand on dit que les volcans sont complètement éteints, ça veut dire que tous les champs magmatiques ont été vidangés. Un arrêt de l'alimentation, c'est juste que le chemin que prend le magma n'est pas toujours le même. Ici, il y avait une faille, donc c'était un chemin possible, mais si à un moment donné, il y a une autre faille qui se crée, bah, ça se dévie et ça part ailleurs. Et donc, c'est pas si facile, en fait, pour les géologues d'arriver à prédire exactement où va sortir le magma. Et c'est pour ça qu'on travaille sur la déformation en surface, pour pouvoir dire où ça sort, mais en fait, on ne sait pas tellement ce qui se passe en dessous et comment ça se connecte. Par exemple, à La Réunion, ils sont pas fichus de dire si il va y avoir un troisième volcan qui va apparaître ou pas, parce qu'ils savent pas du tout par où ça circule. Bah, quand ça fait des millions d'années qu'il se passe plus rien,
ou des dizaines de milliers d'années dans le cas de la chaîne des Puys, et qu'il n'y a pas de signature sismique caractéristique d'une. Quand le magma passe dans les failles, ça fait des petits trémors, hein, caractéristiques, qu'il n'y en a aucun, et qu'on n'a pas d'anomalie thermique, et qu'on n'a pas de raison de penser qu'il y a du volcanisme. Il est raisonnable de penser que c'est éteint. J'ai vu que c'était un peu aléatoire le magma, mais on peut pas, genre, avec par exemple un site, voir peut-être, enfin, une échelle réduite, mais voir la diffusion du magma. Bah non, la tomographie sismique, votre modèle, il est homogène, et vous regardez toute hétérogénéité par rapport au modèle. Donc, dans une zone hétérogène, la tomographie sismique vous donne quelque chose. Dans un secteur hétérogène, et la croûte continentale, Dieu sait que c'est hétérogène, bah non, rien du tout. Donc, vous ne savez pas si, quand vous avez des variations d'ondes sismiques, c'est dû à des variations de composition qui arrivent très souvent dans la croûte continentale, des variations de densité à cause du métamorphisme, très fréquent dans la croûte continentale, ou si vous êtes en train de suivre quelque chose. Donc non, c'est beaucoup trop hétérogène. La tomographie sismique, c'est super dans le manteau, parce qu'on a vu, il y a des hétérogénéités de composition dans le manteau, mais pas tellement de propriétés physiques. Donc on va pouvoir tout expliquer par, en gros, la température, et ça marche bien. Sismique dans la croûte continentale, vous allez voir qu'on va faire tout à fait autre chose. On va faire de la sismique réflexion, sismique réfraction, parce que justement, c'est un ensemble extrêmement hétérogène. Mm. On avait dit aussi par rapport aux points chauds que on a les plaques qui bougent, que le point chaud du gaz fixe, ça va arrêter d'alimenter le volcan. Du coup, est-ce que quand le volcan hawaïen, il va devenir, enfin, quand on aura un mouvement de tectonique, il va devenir de plus en plus acide et là, qui vont se réduire. Bah, exactement. Au fur et à mesure que vous avez un volcan de point chaud qui s'éloigne du site du point chaud, on le surveille, parce qu'il arrive que parfois il y ait des vidanges de chambres magmatiques qui du coup soient un peu plus explosives, hein. Au lieu d'être juste un volcan effusif, il va devenir de plus en plus explosif, au fur et à mesure qu'il s'éloigne du point chaud. Et du coup, à La Réunion, pourquoi on pourrait envisager qu'il y ait un troisième volcan si c'est les volcans initiaux là, ils sont issus d'un champ magmatique trancheux? Bah, parce que le piton de la fournaise n'est plus à l'aplomb du point chaud. Mais pourtant, il a l'air d'être toujours réalimenté par des failles. Donc il est décalé, et on s'est demandé si est-ce qu'il continue à être vraiment alimenté, ou est-ce qu'il n'y aura pas un autre volcan qui va arriver à l'aplomb du point chaud. Calculer où est l'île par rapport au trancheux? Si, mais ça vous dit rien, parce que vous pouvez avoir le point chaud qui est là, et les volcans actifs qui sont là, parce qu'il y a un réseau de failles qui décale le magma sur le côté. Ah, c'est toute la difficulté. Savoir où est la chambre magmatique n'est pas ça l'info. C'est par où passe le magma et où il sort. Voilà, bien sûr, il y a des champs magmatiques qui donnent naissance à deux volcans, oui, oui, sans, sans difficulté. L'activité des volcans, c'est aussi lié au gaz qui est présent au niveau du magma, mais Mm. si on a découlé plus d'azote euh, avant que le magma devienne acide, est-ce que c'est possible que bah, il y a tout le gaz qui s'échappe pendant que c'est encore la boue qui est. Bah, justement, quand c'est basique, ici, en fait, on a des gaz qui viennent, hein, parce que on a des groupements alcool, il y a de l'eau, etc. Donc, il y a toujours du gaz dans une zone de subduction. Mais tant qu'il fait des coulées andésitiques, le gaz s'en va. En même temps en même temps qu'il y a une coulée, le gaz s'élimine, pas de souci. C'est juste que quand le magma devient plus visqueux, on a toujours la même teneur en gaz, hein, c'est pas une histoire que ça a augmenté, c'est juste que maintenant le gaz ne sort plus, ne peut plus s'échapper. Donc dans la croûte océanique, s'il arrive qu'on ait la même chose, mais on va voir ça à La Réunion. Et puis parfois, on a des différenciations magmatiques, mais alors hyper locales. C'est-à-dire que sur le côté d'un volcan, on observe qu'à cet endroit-là, les roches émises sont de plus en plus acides. Donc c'est un peu le même système, mais alors on changerait complètement d'échelle. On ne serait plus du tout à l'échelle d'une croûte, on serait à l'échelle d'un volcan. Et il arrive parfois que sur un petit volcan, eh bien, il y ait une chambre alimentée, une chambre pas. Et donc, les roches qui vont être émises ici, elles vont présenter une série magmatique, mais juste sur le flanc d'un volcan.
Donc ça, c'est ce qui a permis d'étudier vraiment précisément la différenciation magmatique et de donner des arguments. Parce qu'une fois qu'on a une vidange complète de cette chambre magmatique, on peut aller vérifier les hypothèses en faveur d'une cristallisation fractionnée. Donc ce qu'on a proposé, hein, les études de terrain sont faites à partir de ces petits réservoirs isolés, et c'est pour ça qu'on a proposé qu'il pouvait se passer la même chose à des échelles beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est les deux cas les plus courants. Cristallisation fractionnée parce que la chambre n'est pas réalimentée, ou différenciation juste par contamination. Une autre possibilité, alors beaucoup plus rare, c'est quand on a des mélanges de magma. Donc la contamination, on en a déjà parlé, hein, l'encaissant fait des enclaves. Les enclaves peuvent soit complètement fondre et apporter tous leurs atomes au magma, soit sans complètement fondre, faire des réactions métamorphiques et libérer un certain nombre d'atomes. Donc de toute façon, ça change la composition. Donc c'est ce qu'on avait dessiné là-bas par contamination. Mais il peut aussi y avoir des possibilités de mélange entre magmas. Donc ici, là, on a des enclaves. Donc elles ont fait des réactions métamorphiques, mais elles ont peut-être libéré une grande part de leurs atomes. Et dans leurs atomes, il y a de la silice, il y a des alcalins. Et donc, plus vous avez de contamination, plus vous allez avoir une différenciation magmatique. Le mélange de magma, alors ça, c'est beaucoup plus rare, hein. Si c'est des mélanges de magma qui sont à peu près similaires, bah, vous le saurez jamais. Parce que vous ne verrez pas, il ne restera pas de trace à l'affleurement du fait qu'il s'agissait de 2 magmas différents. Vous aurez l'impression que c'était juste une immense poche de magma de composition moyenne. Quand est-ce qu'on va pouvoir identifier qu'il y a des mélanges entre 2 magmas? Pour ça, il faut vraiment qu'il y ait des magmas de nature différente pour qu'on arrive à le retracer. En particulier des magmas de densité différente, sinon il n'y a aucune chance de pouvoir retracer ce mélange. Donc ce qui est vraiment typique, c'est quand vous avez un magma basique et un magma acide qui se rencontrent. Parce que là, il y a des fortes différences de densité entre les deux. Et donc, ça va pas se mélanger et vous pourrez arriver à retracer la présence de ces deux magmas. Et donc là, évidemment, ça change complètement la composition. Si vous avez un magma acide dans lequel euh, arrive un magma basique, forcément, ça va ramener du fer, ça va ramener euh, du magnésium. Mais ici, on est dans une situation à Ploumanac, en Bretagne Nord, qui est vraiment exceptionnelle, dans laquelle ils se sont pas mélangés du tout, à cause d'une différence de densité et une différence de température. Et donc, on voit des amas de basalte qui sont présents dans un magma acide qui a cristallisé sous forme de granit. Donc c'est euh, vraiment qu'il y ait une très très forte différence de densité, hein, pour que ça se mélange pas du tout du tout. Donc sur ce schéma, vous avez les différentes possibilités. Donc possibilité de contamination, notamment par tous les fragments, toutes les enclaves qui peuvent venir, les incompatibles de la croûte, même lors de l'ascension, qui peuvent encore se dissoudre et venir contaminer les magmas. Le magma peut être contaminé dès le départ par le mélange avec un autre magma. Et donc tout ça peut changer la composition du magma initial. Et puisqu'il n'a pas été dessiné, il va encore changer la composition de ce magma. C'est est-ce qu'il y a une cristallisation ou pas, cristallisation fractionnée sur ce réservoir s'il n'était pas plus alimenté. Donc tous ces mécanismes vont faire une différenciation qui nous font des séries. Mais notre Graal, hein, tout ça pour ça, c'est là où on veut arriver, c'est est-ce que quand j'ai une série, je peux dire c'est tel ou tel contexte géodynamique. C'est ça le but. Donc on va pouvoir, ben, grâce aux séries, dans les différents diagrammes proposés, séparer plusieurs séries. Et il faut arriver à faire parler ces séries. Donc on va commencer par la série qu'on appelle la série toléitique. Donc quand on la voit,
on sait que c'est du manteau superficiel avec un taux de fusion fort. Le cas le plus fréquent, c'est dorsal. Dorsal, c'est vraiment du manteau très superficiel avec un taux de fusion fort, hein, puisque on l'avait évalué aux alentours de 20%. Donc dorsal, c'est toujours des basaltes oléitiques, systématiquement. Mais c'est pas tout. On a une autre possibilité d'avoir du manteau superficiel qui fait des grandes coulées. C'est ce qu'on appelle des épanchements basaltiques océaniques. Ce sont des grandes coulées basaltiques sans volcan, hein, c'est des coulées directement sur le fond océanique et qui font des centaines de kilomètres carrés. Donc, il y en a beaucoup en domaine océanique, mais ils sont pas très connus parce qu'ils sont en domaine océanique. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont en domaine continental et qui sont du coup beaucoup, beaucoup plus connus, notamment toute la partie ouest de l'Inde. Donc, c'est ce qu'on appelle le Décan. Et on a plusieurs milliers de mètres de coulées basaltiques qui s'empilent les unes sur les autres. Et c'est ce que les géologues ont appelé des trappes. On va en reparler quand on parlera de la Réunion, parce que c'est quand l'Inde est passée sur le point chaud de la Réunion qu'ont été émis toutes ces coulées. Et vu le volume, et donc forcément la quantité de gaz libérée dans l'atmosphère, les trappes du Décan ont été suspectées d'être à l'origine de la disparition des dinosaures, parce que la date coïncidait. Mais la date coïncide pas tout à fait bien, et on a calculé le volume de gaz émis, l'effet possible sur le climat. Oui, ça a dû réduire un petit peu la photosynthèse, ça a dû perturber un peu, mais ça n'a fait que fragiliser en réalité euh, l'écosystème sans plus, hein. Donc, les trappes du Décan ont été disculpées. C'est un facteur de sensibilisation, mais ce n'est pas eux qui ont déclenché la disparition des dinosaures. Moins connus, les grands plateaux. Alors, ça c'est. Alors, on va pas jusqu'au fond de la vallée, hein, on peut pas, sur cette photo. C'est pour vous donner une idée des trappes du Décan. Donc tout ça, hein, c'est des coulées de basalte qui s'empilent les unes sur les autres. Donc 500 000 km² de surface, donc on est en train de vraiment parler, et quasiment 1 kilomètre d'épaisseur de coulées de basalte. Et bon, comme on est en domaine tropical, une forte érosion qui nous permet d'avoir des vallées très profondes à certains endroits, et donc d'en voir juste la, la partie visible, quoi. Donc là, on est vraiment sur des épanchements intraplaques, hein, c'est à l'intérieur de la plaque indienne, des grands épanchements intraplaques. Et donc, quand on a des taux de fusion aussi importants, on est encore sur du basalte tholéitique. Donc, vous voyez, à l'ordre de grandeur, jamais en dessous du millier de kilomètres carrés pour parler de grands épanchements, hein. C'est vraiment notre unité. Faut qu'on regarde à l'échelle de la planète pour parler de ces grands épanchements. Donc les trappes du Décan, ils sont, évidemment, ça va pas être pratique. Ils sont ici, hein, juste le bord, l'endroit qui reçoit le maximum de moussons là. C'est à cet endroit-là. Et puis sur les fonds océaniques, vous connaissez bien les dorsales, vous connaissez bien les points chauds alignés, mais avez-vous fait attention qu'il y a des gros reliefs sous-marins totalement indépendants des dorsales, totalement indépendants des points chauds? Ces grands plateaux-là, ce sont des coulées basaltiques sur plusieurs kilomètres qu'on a ici. Et donc on en a à différents endroits, hein, et on est à l'intérieur d'une plaque puisque vous avez ici la dorsale et là la dorsale, hein, donc on est bien à l'intérieur d'une plaque, la plaque antarctique, et sur lesquelles on a des coulées très très importantes de basalte qui se sont déposées. Donc ça, c'est celle des Kerguelen. Mais les Kerguelen ne sont pas du tout une exception. Donc les Kerguelen, elles sont ici sur cette carte. Les trappes du Décan sont ici, hein. Vous voyez que ça occupe quand même une bonne partie de l'Inde. Et après, on a mis tous les grands épanchements tholéitiques. Donc certains qui sont très célèbres, les trappes de Sibérie, qui marquent la fin du Paléozoïque et la transition vers le Mésozoïque.
avec des volumes émis tellement importants que là, eux, ils sont vraiment les suspects numéro un pour cette immense catastrophe biologique. 95% des espèces qui disparaissent. Alors, on n'est pas sur petite disparition des dinosaures et une petite partie de la biodiversité, même pas 70%. 95% de la biodiversité qui meurt. Donc là, vraiment, l'extinction majeure, c'est à la fin, à la limite primaire, secondaire, et c'est très marqué. Et ça correspond à l'émission des trappes de Sibérie. C'est vrai qu'ils sont sur la présence de trappes en Sibérie. Et quand vous dites qu'il y a 95% de la biodiversité, parce qu'il y avait beaucoup de biodiversité en Sibérie, ou Ah non, mais alors là, c'est mondial. Vu le volume de gaz que ça a produit, et d'acide sulfurique en particulier, le changement climatique est mondial. En plus, comme ça a tout réchauffé, ça a fait libérer du méthane. Donc pas seulement les méthanes des sols gelés au préalable, hein, le méthane des fonds océaniques, les clatrates qui sont dans les fonds océaniques. Donc là, on a un bouleversement climatique complet. Donc on a même du mal à le modéliser tellement c'est hors norme par rapport à ce que nous, on connaît. Donc vous voyez qu'il y en a vraiment des épanchements volcaniques intraplaques, hein, il y en a vraiment beaucoup qui sont présents. Peut-être peut-être vous connaissez ceux qui sont du côté de la Nouvelle-Zélande, parce qu'on a parlé parfois de continents engloutis à propos de ces grands épanchements. Donc en intraplaque, mais alors beaucoup plus restreint, beaucoup, beaucoup plus réduit. La série alcaline. Donc là, on n'est pas sur des grands épanchements qui font des milliers de kilomètres carrés qui sont visibles à l'échelle planétaire. On est sur des phénomènes locaux. Et surtout, ce qui fait qu'on va changer de série, c'est qu'on change de taux de fusion. Les grands épanchements, c'est des taux de fusion aux alentours de 20% ou plus. La série alcaline, il faut un très faible taux de fusion. Si vous augmentez le taux de fusion, vous allez sortir justement de la série alcaline. Donc pour qu'il y ait une série alcaline, il faut que le liquide au démarrage soit riche en alcalin, parce qu'il y a un faible taux de fusion. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les rifts continentaux. Hein, bon, on a un petit peu de volcanisme associé à ces rifts continentaux. Et les points chauds sont aussi dans la série, vont aussi se retrouver dans la série alcaline. Donc, alcaline, c'est toujours de l'intraplaque, mais c'est pas des grands épanchements, hein, c'est des phénomènes beaucoup plus locaux. La série alcaline, elle se voit sur les points chauds, mais avant tout sur les points chauds continentaux, tout simplement parce que les points chauds en domaine océanique, ils différencient très peu, donc on a rarement une série entière. C'est plus difficile à voir. On va, on va avoir un petit peu de difficulté, même à La Réunion, à identifier la série. Ici, on vous propose une carte de l'Islande avec les principaux volcans, les basaltes toléitiques, les basaltes alcalins. Et ce qu'ils ont appelé ici basalte de transition, c'est quand on est à la mi-chemin entre toléitique et alcalin. Et on vous demande d'interpréter.
Ça contraste avec la gomme, on avait pas mal quelqu'un au niveau de certains influx. Et comme c'est juste que enfin, il y a deux phénomènes distincts à l'origine de la formation de ces bols. Qui sont, je vous rappelle que les séries, c'est identifier les phénomènes, justement. Du volcanisme au niveau de l'île et des plus là. Ah, mais il nous faut les causes, hein. On veut le contexte géodynamique. Qu'est-ce qui fait les coulées de basalte oléitique? Et donc ici, dans le cas de l'Islande, qu'est-ce qui te paraît le plus crédible? On avait donné 2 situations pour ça. Bah oui, une dorsale, hein, clairement. On n'est pas sur un grand épanchement, hein, on est sur une petite île. Donc clairement, c'est une dorsale. Si ce n'est que c'est une dorsale qui est sur une île, on va falloir expliquer pourquoi, et qui se ramifie, visiblement, hein. Elle est, on a ici une petite ramification, donc il y a une petite complication. Mais pourquoi on est sur une île? Une dorsale, c'est censé être sous l'eau. Ben non, elles n'arrêtent pas de fonctionner, celles du Pacifique, hein, depuis 165 millions d'années, toujours sous l'eau, hein. Vous avez trop fait la fête hier soir ou quoi? On sent pas que les neurones sont hyperactifs quand même, hein. La caractéristique de l'Islande, c'est quoi? Que l'on retrouve ici? Oui. Une dorsale qui passe sur un point chaud. Bah oui, c'est un point chaud et donc on le retrouve ici. On a à la fois le volcanisme de point chaud qui a fait apparaître une île et le volcanisme de dorsale. Et donc c'est pour ça qu'on peut marcher à pied sec sur une dorsale, c'est parce qu'on a à la fois point chaud et dorsale. Et donc forcément, du coup, on va avoir des secteurs qui sont d'une signature de dorsale, donc tous les secteurs tholéitiques, des secteurs signature de point chaud, l'île qui est au sud, et puis des endroits où les magmas visiblement se mélangent, puisqu'on n'arrive pas à savoir s'ils sont oléitiques ou s'ils sont alcalins. Donc quand vous voyez qu'il y a plusieurs éléments, bah, c'est peut-être que vous êtes dans un endroit exceptionnel où il y a plusieurs contextes géodynamiques qui se superposent. Et c'est le cas typique de l'Islande. Comment on ferait pour prouver que c'est à la fois une dorsale et un point chaud, en dehors du volcanisme? Bah oui, la tomographie sismique, ça va être le mieux. Et on s'attend à quoi alors du coup pour dorsale d'une part, point chaud d'autre part? La signature du point chaud, ça va être quoi? Mm. Donc c'est l'anomalie thermique qui, à partir de 670 minimum et qui monte. Et pour avoir une dorsale, un peu. C'est combien ton un peu? Parce que justement, là, souvent, vous avez des idées un peu bizarres. Sachant que c'est une dorsale. Elle doit être où, cette anomalie thermique?
Les dorsales, c'est très, très superficiel. Donc, la signature de dorsale, c'est jusqu'à 100 km, 200 km maximum. Donc, c'est vraiment complètement superficiel dans votre profil d'anomalie. Souvent, vous donnez justement la remontée typique du point chaud comme la signature de dorsale. Pas du tout, hein. Les dorsales, c'est vraiment totalement en superficie du manteau supérieur. Donc, on va aller les chercher sur 100, 200 km et pas plus. Et donc là, on va avoir les deux signatures. On va avoir verticalement la signature du point chaud, mais horizontalement, tout à fait en surface, tout à fait en périphérie, on va avoir en plus une signature qui sera la signature de la dorsale. Oui, non. Il n'y a pas un risque. Point chaud, enfin, la signature de point chaud, elle cache les signatures de la dorsale. Non, bah d'ailleurs, on l'avait étudié, ce que je lirai bien après. Voilà. Si on avait une signature de pur point chaud, ça s'arrête là. On a vraiment une remontée verticale et on n'a que le point chaud. Si on n'a qu'une dorsale, on n'a que ça. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a les deux. Et donc, on a bien la signature d'un point chaud. Donc, vous voyez que c'est vraiment un point chaud profond, hein, qui part du noyau. Et on a en plus la signature de la dorsale. Ah non, ça on va pas faire. On en a parlé. Hum. Donc, on avait parlé de l'hétérogénéité du manteau, du manteau supérieur, mais qu'il fallait aussi parler d'hétérogénéité du manteau profond. Donc, l'hétérogénéité du manteau supérieur, vous le retrouvez ici sur ce profil de tomographie sismique. En bleu, là, qu'est-ce que c'est sur ce profil? Oui. Alors, dans la zone de subduction, qu'est-ce qui est en rouge, qu'est-ce qui est en bleu? En bleu, comme c'est une traçage des vitesses suivantes. En bleu? Parce que c'est en rose, même. Une plaque froide? Et au-dessus, il y a le magma, et le chaud. Le magma, il est à quelle profondeur? Ne le mettez jamais plus profond que 100 km, hein. Donc, tout à fait en superficie. Or, vous avez une anomalie thermique beaucoup plus profonde. Donc, c'est plus chaud ne veut pas dire c'est fondu, hein. Faites attention à ça. C'est plus chaud, c'est du solide plus chaud. Et il y aura un petit peu de magmatisme ici, il rajoute un volcan comme indicateur. Donc là, on a le Japon. Et là, on a la plaque pacifique qui vient sous le Japon. Et donc là, on a vraiment l'élément classique. On voit que la plaque plongeante, elle plonge avec un angle, hein, 45 degrés à peu près. Puis ensuite, elle s'horizontalise sur la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Donc ça, c'est vraiment classique. Mais repérez que c'est pas toujours le cas. Ici, on a une plaque plongeante qui traverse et qui vient contaminer le manteau inférieur. Donc notre idée que le manteau inférieur serait toujours protégé, intact, ben non, il y a des éléments de la superficielle, notamment de la croûte océanique, qui vont pouvoir descendre dans le manteau euh, profond. Donc c'est pour ça que on va être obligé d'avoir des modèles un petit peu plus affinés et que donc, par exemple ici on a pris des traces des Açores, eh bien on n'est pas sur quelque chose de purement dorsal parce que on a des contaminations qui viennent des domaines continentaux. Donc dans les Açores, on a beaucoup de sédiments qui viennent contaminer. En Islande, on a une contamination aussi due au fait que on est sur un point chaud, donc qui ramène des éléments profonds. Et puis ici, on a une contamination un petit peu plus légère. Troisième série, la série calco-alcaline. Donc elle est très pratique pour identifier une zone de subduction. On on a pour les subductions actuelles, c'est facile par sismique de voir une zone de subduction, mais pensez bien que ce qui va nous intéresser, c'est les subductions qui ont disparu, les subductions passées. Et donc une trace qui va rester très très longtemps,
c'est justement la trace du magmatisme sur la plaque chevauchante qui va nous permettre d'identifier des zones de subduction passées. Donc série calco-alcaline parce qu'elle va être riche en alcalin, sodium, potassium, mais aussi riche en calcium. Elle donne souvent des séries qui sont relativement bien marquées, surtout quand on a une subduction sous un continent. C'est le schéma qu'on avait fait. Le magma a du mal à remonter, fait très souvent de la cristallisation fractionnée ou est contaminé. Donc ça fait des très belles séries qui vont jusqu'au pôle acide. Le géologue est très content, les habitants beaucoup moins, puisque justement, si ça va facilement vers le pôle acide, ça augmente l'aléa et les risques d'explosion. Dans cette série calco-alcaline, pensez aussi qu'il peut y avoir des contaminations avec les sédiments océaniques. Les sédiments océaniques, pas, pas tous rentrent en subduction. Certains restent dans le prisme d'accrétion, mais une partie rentre en subduction. Donc ça, c'est autant d'atomes qui peuvent passer dans le magma et qui vont finalement contaminer la signature isotopique. Donc finalement, c'est ça qu'il va falloir avoir en tête. Le diagramme le plus classique, alcalin, silice. Le point de départ, donc peu d'alcalin, peu de silice, puisque on est au point eutectique, on a des basaltes qui ne se différencient que par leur taux de fusion et par des différences de composition éventuellement de la péridotite. C'est pas tout à fait la même, mais vous voyez qu'on est extrêmement proche parce qu'on est aux alentours immédiats du point eutectique. Donc différencier les basaltes, bah, la plupart du temps, on est dans la marge d'erreur, on n'y arrive pas. Et donc, on va essayer d'avoir toute une série pour arriver à les différencier. Donc, sur la série tholéitique, on a des basaltes tholéitiques qui ont de l'olivine. Donc, on les a appelés islandites parce qu'on les a trouvés beaucoup en Islande. Donc, souvent caractérisés par la présence d'olivine. Et puis, souvent, on a du mal parce que la série, elle va pas beaucoup plus loin. Là, elle est marquée théoriquement jusqu'au rhyolite, mais c'est vraiment rare. Souvent, elle s'arrête là. Mais vous voyez que ça va suffire à la différencier des autres séries. Donc, c'est la série qui est la plus pauvre en alcalin, mais qui peut quand même s'enrichir en silice. Donc, quand elle a les pôles acides, là, c'est généralement par contamination avec des sédiments. La série alcaline, comme son nom l'indique, ça va être la plus riche en alcalin, donc elle est forcément de l'autre côté. Avec alors là, il y a des noms techniques que vous pouvez oublier, hein. Vous pouvez prendre les termes que nous avons pris pour la chaîne des puits. On est typiquement sur celle-là. 2 séries. La série classique, quand il y a de la silice qui va donner les roches habituelles. Donc là, elles ont des noms spéciaux, mais en fait, il faut lire, qu'il s'agit, d'andésite, et puis, de trachyte. Et puis dans le cas particulier de la chaîne des puits, on a un magma qui a peu de silice. Et donc on est sur une autre série avec des roches particulières. Et donc c'est pour ça que dans la classification des roches magmatiques, vous aviez deux triangles. Le triangle classique, pour ceux qui passent que l'agro, c'est quand il y a de la silice. Et puis on avait noté qu'il y avait un autre triangle en dessous quand il n'y avait pas beaucoup de silice, avec la même classification quasiment, mais des roches qui ont des noms différents parce que par exemple, elles vont pas faire du quartz, elles vont faire quelque chose, des minéraux qui ressemblent mais qui sont beaucoup plus pauvres en silice. Et donc c'est celle qu'on a mis à côté. Vous voyez que ça va pas changer grand-chose pour vous. À partir du moment où vous avez identifié qu'elle est alcaline, qu'elle soit riche en silice ou pas, la conclusion sera la même et l'interprétation sera la même. Et puis entre les deux, la série calco-alcaline, caractérisée par des andésites avec des amphiboles qui ont des groupements alcool. Et donc vous voyez que si au départ on avait du mal à distinguer les basaltes, par leur trajet dans l'espace, dans le diagramme TASS, vous pourrez séparer les alcalines, les calco-alcalines et les tholéitiques. Et donc, vous pourrez identifier le contexte géodynamique, tholéitique dorsal, éventuellement grand épanchement basaltique, mais ce serait assez curieux qu'on vous en parle. Calco-alcaline, subduction, alcaline, intraplaque.
Donc généralement, les séries sont tracées, les noms sont pas forcément posés, donc c'est à vous de mettre les noms. Le lien avec le contexte géodynamique, c'est à vous aussi. Il arrive qu'à G2E, il n'ait même pas tracé les séries. Donc essayez de trouver quelques points de repère pour savoir un peu où les tracer, parce que c'est à vous de les identifier. Donc on est enfin arrivé où on voulait arriver. On a démontré que au point de départ des séries, tous les magmas se ressemblent parce que c'est un problème de physique et de point tectique. Donc on va pas pouvoir donner le contexte géodynamique à partir des basaltes, ça marchera jamais. Donc il faut essayer d'aller vers des pôles plus différenciés, plus riches en silice ou plus riches en alcalin. Que ça, on a la chance que ça existe réellement parce qu'il y a de la cristallisation fractionnée ou il y a de la contamination, ce qui est vraiment le cas le plus fréquent, exceptionnellement des mélanges. Et donc grâce à ça, les roches s'enrichissent en silice, s'enrichissent en sodium, s'enrichissent en potassium. Donc ça va nous permettre d'avoir toute une série. Et comme les séries se distinguent par leur pôle acide, on va pouvoir les définir et surtout, on va pouvoir leur associer un contexte géodynamique. Et donc, une fois que vous avez identifié une série, on attend de vous que vous proposiez un contexte géodynamique et que vous regardiez si avec les autres documents, le contexte géodynamique que vous avez proposé est crédible ou pas. Donc, très souvent, vous aurez de la tomographie sismique, par exemple, dans les documents précédents, du magmatisme, et on vous demande est-ce que ça va ensemble ou pas. Donc, vérifiez que c'est quand même cohérent entre vos conclusions sur le magmatisme et les conclusions issues des autres documents. Hmm. Donc pour le domaine continental, on n'aura pas ces problèmes de série, etc. puisque on n'a qu'un seul contexte de fusion, donc on n'a pas à les distinguer. C'est l'anatexie crustale et qui va donner des leucogranites blancs. Donc là, il n'y a pas de difficulté, hein, en fait. On n'a pas de série, on est d'emblée à l'extrémité de la série sur un pôle très acide et il y a un seul contexte. Donc les choses sont simples en domaine continental. Donc ça, c'est à avoir en tête. Quel est le taux de fusion? Quelle est la profondeur pour les schémas, hein? C'est important de savoir un peu où on est. Quel est le nom de la série et quel est le contexte géodynamique que vous pouvez lui associer. Donc pas savoir réciter, savoir retrouver sur des documents.